On se croirait au cœur de la Chine, dans un quartier populaire de Pékin ou Shanghai. Ce matin-là, la foule célèbre le Nouvel An asiatique, l'année du singe, qui débute en fanfare. Une fête ancestrale en Chine, bien loin de notre quotidien. Pourtant, regardez bien, en fait, nous sommes en plein Paris, dans l'est de la capitale. Si tout le quartier célèbre l'événement, c'est qu'ici les Chinois sont omniprésents. Des restaurants, aux opticiens, en passant par les fleuristes, et même les commerces typiquement parisiens comme les bons vieux bar tabac, à l'image du Celtic. À l'intérieur, ce sont eux qui tiennent le zinc. Pour le jeune patron, Laurent, rien d'extraordinaire. Dans le quartier des bar tabac tenus par des Chinois, on en trouve à tous les coins de rue. Là-bas, c'est chinois, juste à 2 minutes. Vous en avez d'autres au départ, sont tenus par des Français d'origine chinoise aussi. Juste en haut, 4 minutes. Et comment vous expliquez qu'autant de Chinois rachètent comme ça les bar tabac? C'est un bon business, voilà. Le jeune homme a repris l'affaire il y a quelques mois avec ses parents, originaires du sud de la Chine. Merci. Au revoir. La famille vit désormais en France, mais ne déroge jamais à la coutume, les offrandes aux dragons et aux lions. Un petit geste pour s'assurer richesse et prospérité dans le business. Ils mangent en fait. Ils mangent. C'est la tradition. Un appétit des Chinois pour les petits commerces. Aujourd'hui, rien qu'en région parisienne, la moitié des 3000 buralistes sont d'origine asiatique. Une frénésie d'achat qui prend de l'ampleur. Ces derniers mois, les ambitions de l'empire du milieu semblent ne plus avoir de limites. Et c'est loin d'être sans conséquences sur notre vie quotidienne. Partout dans nos centres-villes, il suffit de rentrer dans n'importe quel petit commerce de proximité pour s'en rendre compte. De plus en plus, le nouveau patron est chinois. Bonjour. Et ce n'est qu'un début, car au fil des mois, la Chine achète à tour de bras dans des pans entiers de notre pays. Alors que l'économie chinoise traverse une crise inquiétante, les milliardaires de Pékin ou Hong Kong choisissent la France pour placer leur argent. Des achats négociés à coût de millions d'euros pour mettre la main sur des aéroports, des clubs de vacances, des palaces ou des chaînes d'hôtels. Dernièrement, des usines de lait en Bretagne et même le club de foot de Sochaux sont passés à leur tour sous pavillon chinois. Vous voyez, un immeuble qu'on va retransformer en hôtel. Aujourd'hui, des centaines de boîtes françaises, petites et grandes, sont devenues chinoises et cela concerne des dizaines de milliers d'employés à travers tout l'Hexagone. Alors qu'il s'agisse de familles installées depuis plusieurs années en France ou de grandes fortunes tout juste débarquées de Chine, nous avons enquêté sur leurs méthodes pour voir comment ils mettent la main sur nos emplois et sur nos boîtes. Enquête dans la France, Made in China. Pour comprendre à quel point le phénomène touche notre quotidien, nous avons commencé par enquêter sur ces fameux bar tabac qui font actuellement l'objet de toutes les convoitises. En coulisses, parmi ceux qui tirent les ficelles, nous avons découvert des organisations insoupçonnées, fondées sur le secret, et ce dans un seul but, tirer un maximum de profit. Pour cela, nous sommes donc retournés au Celtic, le petit bar du quartier de Belleville, à Paris. Oui, 7 €. Il y a quelques mois, Laurent a racheté l'établissement à seulement 24 ans. Et si le jeune homme a décidé de se lancer dans ce business, c'est qu'il l'a bien compris, les bar tabac peuvent rapporter beaucoup d'argent. Ça va. Merci. D'abord, il y a le petit café au comptoir, 1,20 €. Laurent en vend jusqu'à 300 par jour, une valeur sûre. C'est plus de 90% de bénéfices sur chaque tasse. Et puis le jeune buraliste peut aussi compter sur ses ventes de cigarettes. Rien que sur ce paquet, par exemple, le plus demandé par ses clients,
Les chiffres sont impressionnants. On va dire, on vend une quarantaine, cinquantaine de cartouches. Par jour? Ouais, par jour. C'est 400 paquets par Ouais, au moins, ouais. D'accord. Sur une seule Une seule jour, ouais, sur celui-là. Mais ce n'est rien à côté de sa plus grosse vente, les jeux de grattage. Des petites sommes que Laurent encaisse à longueur de journée. La semaine dernière, j'ai fait l'euro million 1800, le loto normal 1500. En sport, j'ai fait 12 850, le amigo 20 000. Au total, 39 000 € dans la semaine. Et même si le jeune buraliste reverse une grande partie de la recette à l'État, il se met tout de même une jolie commission dans la poche, 2 000 € cette semaine-là. Dans le secteur, c'est nous le numéro 1 des vendeurs de grattage. Ah bon? Ouais. Et comment vous le savez? C'est la Française des Jeux, ils vous font nous faut le compte rendu. Ouais, un compte rendu, voilà. Si Laurent bat tous les records dans le quartier, c'est que le jeune homme peut compter sur le soutien de sa famille pour vendre un maximum. Son père et sa mère assurent le service au bar. Derrière la caisse, il peut aussi compter sur sa sœur. Des proches qui se relaient toute la journée. Laurent est ouvert 15 heures par jour, contre 9 heures en moyenne chez ses concurrents. Résultat, son petit bar tabac est l'un des plus rentables du quartier. Le jeune homme affiche un chiffre d'affaires de 200 000 € par an. Mais une question se pose. Comment Laurent, à seulement 24 ans, a-t-il trouvé l'argent pour acheter, alors qu'en moyenne, le moindre café à Paris coûte pas moins de 250 000 €? J'ai pris un emprunt à la banque et il y avait l'argent de la famille. Ouais. D'accord. Ouais. C'est comme ça que ça marche en général? Ouais, en général, c'est ça, ouais. L'argent de la MAF, de la famille. Un léger lapsus qui peut prêter à sourire. Mais ce qui est sûr, c'est que derrière les familles chinoises se cache un réseau de financement et une manne d'argent plutôt surprenant. Des millions d'euros amassés par une organisation pour le moins discrète. Une sorte de clan très soudé qui ne paye pas de mine, mais fait très rare, dont nous avons pu découvrir l'ampleur et la puissance. C'est ce que nous allons filmer ce soir-là, aux portes de Paris. Dans cet hôtel de Levallois-Perret, une grande fête est organisée. Venus de toute la France, les plus gros commerçants chinois se sont donné rendez-vous. À l'intérieur, ambiance dîner de gala, avec tapis rouge et hôtesse. 500 personnes sont invitées, des buralistes, mais aussi des restaurateurs ou encore des patrons du prêt-à-porter. Tous ont répondu à l'invitation de cet homme. Le président de la soirée, c'est Monsieur Wang. Merci pour cette soirée. Oui, tout le monde est là. Son visage ne vous dit rien, mais à 50 ans, c'est l'homme le plus influent de la communauté chinoise en France. Un homme d'affaires qui a fait fortune dans l'immobilier. Chaque année, Monsieur Wang organise cette grande fête pour célébrer la réussite de ses compatriotes installés ici. Et pour marquer le coup, chaque famille de commerçants inscrit son nom sur ce livre d'or. Voilà, je suis là. Voilà, en chinois. Une fois qu'on a présenté notre nom, c'était ça pour dire, bah tiens, il est là, il n'est pas là, ben, au moins une des familles qui soit signée dessus, quoi. Pour cette grande célébration, les organisateurs n'ont pas regardé à la dépense. Au menu, les 500 invités vont déguster de la langouste arrosée de grands crus du Bordelais. L'ambiance est plutôt à la fête, mais Monsieur Wang n'en oublie pas les affaires et profite de l'occasion pour faire des relations publiques. Bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette soirée avec tous nos amis. Merci, merci. Ouais. Combien de tables en tout là? 56 tables. On est 560, ouais. Et à chaque table, vous allez boire un verre? Presque, des fois plus. C'est tellement rare, c'est toujours plaisir. Et justement, Monsieur Wang ne va pas manquer de rappeler à tous ses commerçants qu'ils forment d'abord un clan. N'oubliez jamais que nous venons tous du même endroit. Souvenez-vous que c'est notre terre natale. Nous avons eu une vie difficile par le passé, mais c'est grâce au soutien que nous nous sommes apportés qu'aujourd'hui, notre quotidien est plus confortable. Le clan, selon Monsieur Wang, c'est donc la clé pour la puissance et la prospérité. Je vous souhaite sincèrement une bonne santé, une belle vie de famille et de la réussite dans vos affaires.
À tous ces commerçants, Monsieur Wang tient à le rappeler, ils viennent de la même terre natale. Alors, tout au long de la soirée, il va leur remémorer cet endroit dont ils sont tous issus, un lieu qui a son propre folklore. Car tous ces convives, et c'est surprenant, ne viennent pas de n'importe où en Chine. Ils sont tous originaires d'un seul et même endroit, une seule ville, dont vous n'avez jamais entendu parler. Le point de départ d'un exode et d'une ascension spectaculaire. Pour le comprendre, il faut se déplacer à l'est de la Chine. Cet endroit, c'est Wenzhou, un port de 8 millions d'habitants, a priori inconnu chez nous. Le plus souvent, c'est depuis ces banlieues pauvres de la ville que les jeunes font leurs valises pour réussir et fonder une famille en France. D'ailleurs, à y regarder de plus près partout ici, on rêve de Paris, comme à la devanture de ce café, ou dans la principale rue piétonne de Wenzhou, avec cette contrefaçon plus vraie que nature de l'Arc de Triomphe. Une ville dont sont partis Monsieur Wang et des générations de Chinois. Cet exode a commencé il y a tout juste un siècle. Nous sommes alors en pleine Première Guerre mondiale. La main-d'œuvre manque cruellement en France. Paris décide de recruter des travailleurs jusqu'en Orient. En 1916, 140 000 Chinois, la plupart venus de Wenzhou, débarquent dans notre pays pour être affectés aux basses besognes et remplacer les Français partis au front. Au sortir de la guerre, les Wenzhou vont rester dans l'Hexagone et s'y installer de façon définitive. Une tradition d'exil vers la France qui perdure aujourd'hui. Et pour réussir chez nous, chaque jeune va faire appel à la solidarité étonnante des Wenzhou, une entraide qui leur permet à partir de rien de racheter une affaire à plus de 10 000 km de chez eux. D'ailleurs, ce soir-là, dans la grande fête de Monsieur Wang, les affaires vont bon train entre Wenzhou. En marge du repas, il s'agit surtout de parler business, pour que les anciens prêtent de l'argent aux plus jeunes. C'est ce qu'on appelle la tontine, un pot commun où tous les membres de cette communauté versent une partie de leurs économies. Un système d'entraide qui permet aux jeunes de se lancer comme Laurent, souvenez-vous, le jeune patron de bar tabac à Paris. Il a pu se payer son commerce à seulement 24 ans. Pour réussir dans les affaires, les Wenzhou se serrent les coudes à l'image de cette soirée. C'est très bien parce que ça permettrait d'échanger entre les jeunes, personnes âgées, et depuis qu'on a quitté le village, on n'a pas le temps de se voir, et puis qu'on fait une fête comme ça, on peut permettre de voir, partager ses savoir-faire, échanger économique, ou c'est bien dans le développement. Mais comment fonctionne exactement cette fameuse tontine? Une seule personne a accepté de lever le voile sur ce système. Cet homme habite en plein Paris dans cet immeuble, et il n'est pas chinois. Voici Richard Bérard, un homme d'affaires français qui connaît parfaitement leurs coutumes en matière de business. Depuis des années, il commerce avec les Wenzhou et il a lui-même cotisé à la fameuse tontine. Pour autant, Richard Bérard n'est pas très bavard quand il s'agit de parler de ses connaissances, comme Monsieur Wang. Il y a des personnes que vous reconnaissez? Vous pouvez nous les montrer? Non, ça se fait pas. Chez les Chinois, ça ne se fait pas. En tout cas, lui, vous le connaissez bien. Je connais. Et voilà comment, selon lui, la tontine fonctionne en coulisses. Ils vont voir leur groupe social, c'est-à-dire les gens qui étaient à leur mariage, leur oncle, leur tante, leurs cousins, les amis, les gens du village. Bon, les amis qui se sont faits ici, ils leur disent « Est-ce que tu peux me prêter de l'argent ?» J'ai fait cela, par exemple, pour pas mal de jeunes amis chinois qui créent des commerces. Donc, on prête de l'argent. En général, il n'y a pas d'intérêt. On ne définit pas forcément une date, d'ailleurs, pour le rendre. C'est quand possible et quand besoin. Hein, c'est assez informel comme système. Et ceux qui prêtent sont justement ceux que nous avons rencontrés à la fameuse soirée de Monsieur Wang. Des commerçants installés depuis plusieurs années en France. Une partie de l'argent qu'ils ont gagné est mis dans un pot commun où peuvent cotiser jusqu'à 30 personnes. Un système basé sur la confiance absolue dans le clan Wenzhou. Est-ce que dans votre famille, il y a 30 personnes qui vont vous prêter de l'argent?
Non, eux, oui. La conclusion que j'en tire, je l'ai fait pour 4 commerçants chinois. J'ai prêté de l'argent à des amis français. J'ai perdu et mon argent et mes amis. Ça m'est arrivé quand même à 3 reprises. Chez les Chinois, en général, l'argent revient parce qu'ils perdraient l'honneur s'ils ne rendaient pas et on conserve très longtemps les amis. Résultat, la tontine permet aux plus jeunes d'utiliser ce système parallèle pour emprunter plus de 100 000 € en moyenne et à taux zéro. Un apport non négligeable au moment de négocier avec les banques pour acheter un bar tabac, par exemple. La tontine, une arme qui a permis à la communauté Wenzhou d'investir dans plus de 40 000 commerces en France. L'équivalent, écoutez bien, de 10 milliards d'euros. Grâce à cette solidarité, certains ont d'ailleurs bâti des empires qui emploient des milliers de personnes en France. Le lendemain matin, sur le périphérique parisien. Ah, monsieur Cohen, bonjour. Bien et vous? Alors? Il est 8 h, en route pour le bureau, monsieur Wang est déjà en plein deal. Bon, bah, de toute façon, tu sais, une affaire, tout le monde se trouve son compte. Hein. Merci, au revoir, au revoir. Le businessman règne aujourd'hui sur une petite fortune dans l'immobilier, aux portes de Paris. Direction Aubervilliers, une ville où il est devenu incontournable. Il y a 10 ans, c'est dans ces anciens hangars en briques que monsieur Wang a installé son QG. Aujourd'hui, une cinquantaine de salariés travaillent pour son compte, beaucoup originaires de Wenzhou, comme lui. Est-ce que tu pourrais me sortir toutes les attestations de travail? Il faut qu'on les imprime. Une belle réussite pour ce Chinois arrivé en France à 13 ans, avec ses parents. Comme ses compatriotes, monsieur Wang lui aussi a débuté dans la restauration, puis dans le prêt-à-porter, mais c'est dans l'immobilier qu'il a fait fortune. Ce matin-là d'ailleurs, à peine arrivé, il s'empresse de travailler à son nouveau business. Il a rendez-vous au téléphone avec une mairie de la banlieue parisienne. C'est son dernier gros coup, ces immeubles de bureaux vidés par la crise qu'il vient tout juste de racheter. On a pas mal avancé, mais c'est simplement, il faut définir vraiment, parce que si jamais l'autre, on ferait que du logement, dans ce cas, ce côté-là, on fera autre que logement. C'est pas la peine, on va pas se concurrencer nous-mêmes, quand même. D'accord? Merci beaucoup. Allez, bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous aviez qui au téléphone? Ah, les mairies, les gens de la mairie. La mairie d'où? Mairie de Sarcelles. Ces immeubles à Sarcelles, il va les rénover pour en faire des hôtels. Sa cible, les touristes chinois. Ils sont 2 millions à visiter Paris chaque année et on en attend encore plus. Alors le roi d'Aubervilliers compte bien en profiter. Monsieur Wang est en train de leur construire des hôtels partout en banlieue parisienne. Ça, c'est l'immeuble de Sarcelles. En train de travailler. Là, c'est Cheville-la-Rue, vous voyez, l'immeuble qu'on va retransformer en hôtel. Qu'on peut sortir à près de 320 chambres, quoi. Des hôtels XXL, sur mesure pour les touristes chinois qui débarquent en France par groupe de 50. De quoi faire de l'ombre aux établissements tricolores. Oui, donc en Chine, c'est différent, quoi. C'est toujours des grands hôtels. 400 chambres, des hôtels qui sont assez luxe, alors qu'en France, on vit plutôt dans l'économique, quoi. Et quand il a fallu choisir entre miser sur la clientèle française ou la clientèle chinoise, monsieur Wang n'a pas réfléchi très longtemps. Combien on est en France? 60 millions en France? Ah oui, donc oui, entre 60 millions et 1,3 milliard, il y a de différence. D'ici 5 ans, monsieur Wang espère ouvrir une dizaine d'hôtels. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Il a aussi de grandes ambitions dans un tout autre secteur très lucratif. Et c'est dans son fief d'Aubervilliers que les grandes manœuvres ont commencé. Il faut dire que depuis 10 ans, cette ville, dans la banlieue nord de Paris, est devenue une plaque tournante du textile. Aubervilliers, c'est le nouveau Sentier. Un dédale de centaines de boutiques, le plus grand showroom de vêtements made in China, en Europe. Chaque semaine, les plus grandes marques françaises de prêt-à-porter viennent s'y approvisionner auprès de grossistes chinois à petit prix.
Or, c'est ici que M. Wang est en train de faire son plus gros coup. Voici le nouveau temple du textile à Aubervilliers. À l'intérieur, ce matin-là, c'est l'événement. Entre défilé de mannequins et coupe de champagne. Oubliez le dédale des petites boutiques à l'ancienne. Désormais, c'est dans ce gigantesque centre commercial flambant neuf que les professionnels du secteur vont pouvoir faire leurs emplettes en prêt-à-porter asiatique. Une inauguration en grande pompe. Et qui retrouve-t-on derrière tout cela? Monsieur Wang, la star de l'événement. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de notre centre. Interviewé par la télévision chinoise. Merci pour votre soutien. Merci encore. C'est lui qui est derrière tout cela, mais il n'est pas seul. Tu vas bien? D'accord, super. Ce temple du shopping, Monsieur Wang l'a construit avec cet homme, Serge Bensoussan. Serge Bensoussan, vous allez bien? Ça va? Grâce à Dieu, on se voit après? Serge Bensoussan, ici avec ses frères. Dès les années 70, ce sont eux qui, les premiers, ont investi dans les entrepôts d'Aubervilliers. Mais il y a 10 ans, concurrencés par l'arrivée massive des Chinois, les frères Bensoussan doivent céder une grosse partie du business de la fringue. Désormais, ils restent propriétaires des murs, mais avec 100% de locataires Wenzhou, pas le choix. Pour louer, tout doit passer par Monsieur Wang, leur grand patron. Non mais j'ai toujours été soutenu par Serge. C'est mon partenaire. C'est mon frère. Voilà, c'est mon frère. Il est toujours... Depuis 10 ans, et aujourd'hui encore dans ce centre commercial de 300 boutiques, Monsieur Wang est une sorte d'agent immobilier incontournable et plutôt gourmand. Comme il le confie discrètement à ce banquier invité pour l'occasion, pour lui, les rentrées d'argent sont colossales. Aujourd'hui, votre foncière représente combien de loyers? Aujourd'hui, à peu près une trentaine de millions de loyers. D'accord. Et on a un actif à peu près de 200 millions. 200 millions d'euros déjà investis en banlieue grâce à tous les loyers versés par les grossistes Wenzhou à Monsieur Wang. Des boutiques alimentées par le flot incessant de textiles made in China. Aujourd'hui, un tiers des vêtements vendus en France viennent de là-bas. Une véritable déferlante des Chinois sur la France. Ils s'imposent dans le textile ou l'immobilier, mais il y a un domaine où ils sont encore plus visibles. Il suffit de se balader dans les rues de la capitale pour s'en rendre compte. Dans Paris, autour de tous les monuments célèbres, impossible de les rater. Comme ici, aux abords de la pyramide du Louvre. Ou encore face à l'Arc de Triomphe. Les touristes chinois sont partout. Appareils photo prêts à dégainer. Chaque année, ils sont 2 millions à débarquer pour découvrir la France et ses trésors. C'est romantique. Magnifique. Les Français sont vraiment sympas. Le tourisme, presque une nouveauté pour les Chinois. Ça fait à peine 10 ans que Pékin autorise ses ressortissants à voyager en France. Depuis, le business se développe à toute vitesse. L'origine de cet engouement, surprise, la voici. La télévision chinoise. Car voilà le genre de programme que les chaînes diffusent. Des séries télé tournées dans les plus beaux décors français, des feuilletons romantiques sur les falaises d'Étretat, mais aussi de grandes sagas historiques dans la campagne française ou dans les rues de Paris. Des séries qui battent tous les records en Chine, avec des audiences à peine croyables. 700 millions de téléspectateurs certains soirs. Et tous découvrent en toile de fond la France et ses paysages. Alors, pour leurs vacances, les Chinois ne rêvent que d'une chose, voir notre pays en vrai. Résultat, ils n'ont jamais été aussi nombreux à séjourner chez nous. A priori, une aubaine pour le tourisme français. Mais alors, en profitons vraiment à 100%. 8 h du matin, nous avons rendez-vous dans la banlieue parisienne, à Marne-la-Vallée. Après une première nuit passée dans cet hôtel, un groupe de 50 touristes chinois s'apprête à découvrir Paris. Allez, on y va, on y va. J'attends ma femme. Ils sont de passage pour 2 jours en France. Et ce matin, le séjour débute par une visite de la capitale, un circuit classique, en apparence.
Allô. A priori seulement, car derrière cette virée dans Paris, ils l'ignorent, mais il y a en réalité un énorme enjeu d'argent qui se joue sur chacun d'eux. C'est parti pour 1 heure de route, direction le centre de la capitale. Alors, pour tuer le temps, certains voyageurs n'hésitent pas à prendre le micro. Après les applaudissements, les touristes l'ignorent, mais les affaires commencent. L'homme au micro, c'est Yao, le guide, qui va faire visiter Paris à ce groupe. Celui qu'on appelle dans le jargon le tour leader. On va à Place de la Concorde. Avant, ça s'appelait Place de la Révolution. Mais Yao a surtout une autre idée en tête. Pour la découvrir, direction la Concorde. L'une des plus belles places de Paris. Le groupe de Chinois n'a que quelques minutes pour en profiter. On n'a que 20 minutes pour voir la place. Il nous reste pas beaucoup de temps. Mais pour Yao, 20 minutes, ici, c'est bien assez. Ouais, ici, c'est ennuyeux. C'est pas un endroit sympathique. C'est ici que le roi Louis XVI et sa femme sont morts. Un arrêt express, car pour le guide chinois, ce n'est pas tant la visite de Paris qui l'intéresse, mais surtout que ces touristes dépensent un maximum d'argent. Allez, on prend les dernières photos et on remonte dans le bus. En effet, à chaque dépense, une commission tombe dans sa poche. Et il y en a une qui peut lui rapporter beaucoup d'argent. Il s'agit d'un tour de passe-passe qui se fait parfois aux dépens des professionnels français du tourisme. Le sujet est sensible. Il faut dire que tout se joue dans un joyau de notre patrimoine, le plus grand musée du monde. Tout de suite sur D8, la suite d'enquêtes d'actualité. Vous allez découvrir comment les commerçants se battent pour attirer ces milliers de touristes chinois, les plus dépensiers de la planète. Une table de 4, une de 10, une de 4. C'est parti, ça y est. Ils sont envoyés 1 demi-heure en avance. Donc on y va. La France et ses joyaux que convoitent aussi les plus grandes fortunes venues de Pékin ou Shanghai. Nous avons enquêté sur leurs méthodes quand ils deviennent nos patrons. Ça sent ici. Mettez-moi une ventilation. Vous me la faites passer par là. Une ruée sur notre pays dont profitent quelques Français au passage. En Chine, dans le plus grand secret, ils négocient avec ces nouveaux milliardaires. Il a des grands projets en Europe, oui. En France, peut-être en France, et c'est pour ça qu'on vient le voir. Des rois du business à l'affût de nos boîtes et de nos emplois. Allez, bonne chance pour nos affaires. Un arrêt express, place de la Concorde, car pour le guide chinois, ce n'est pas tant la visite de Paris qui l'intéresse, mais surtout que ces touristes dépensent un maximum d'argent. Allez, on prend les dernières photos et on remonte dans le bus. En effet, à chaque dépense, une commission tombe dans sa poche. Et il y en a une qui peut lui rapporter beaucoup d'argent. Il s'agit d'un tour de passe-passe qui se fait parfois aux dépens des professionnels français du tourisme. Le sujet est sensible. Il faut dire que tout se joue dans un joyau de notre patrimoine, le plus grand musée du monde. Il est 10h du matin, c'est la foule à l'entrée du Louvre. Des dizaines de groupes de Chinois s'apprêtent à découvrir le célèbre musée. À la manœuvre, comme Yao, des dizaines de guides avec leurs petits drapeaux. Par ici, par ici. Mais pour faire un maximum de profit surprise, ce ne sont pas eux qui vont faire la visite. Ces tour leaders vont s'appuyer sur des gens comme Jacqueline, en manteau beige. Elle est guide conférencier. C'est une spécialiste de l'histoire de l'art qui connaît le Louvre comme sa poche. Et en plus, elle est bilingue en chinois. La jeune femme a accepté de témoigner à condition de rester anonyme, car entre guides conférenciers, la concurrence fait rage. On est une centaine de guides. Et le nombre de guides en chinois a augmenté de 43% en 2 ans. C'est colossal. Jacqueline presse le pas pour être sûre d'avoir des places. Son guide chinois lui a demandé de réserver les billets d'entrée, mais face à l'affluence, le Louvre limite les réservations. Résultat, c'est premier arrivé, premier servi. À 9h, dès l'ouverture du musée, tous les guides sont là à la grille. Et après, c'est la course.
carte, c'est la foire d'Empoigne pour trouver sur place une réservation. Et là, c'est à qui courra le plus vite. C'est l'enfer. On est mais sur les nerfs, quoi, parce que si on ne trouve pas de réservation, on ne peut pas bosser. Ce matin-là, Jacqueline, arrivée première, avance de sa poche les 24 places du groupe que le guide chinois va lui confier. C'est vous qui payez. J'avance l'argent et on va me rembourser tout à l'heure. Au revoir, merci. La mission maintenant, trouver le guide et ses touristes. Mais pas évident dans l'immense hall du Louvre, au milieu de centaines de Chinois. Ça, c'est les Chinois partout. Elle me dit qu'ils sont là, mais je ne les vois pas. Ah, ok. Alors. Bonjour. Voici la guide chinoise qui a embauché Jacqueline. En doudoune rouge, elle va confier son groupe à la française. Et si elle va s'éclipser le temps de cette visite, au final, c'est bien elle qui va se faire beaucoup d'argent grâce à Jacqueline. 21, 22, 23 et 24. 24 adultes. La visite commence et elle va se dérouler au pas de charge. Le plus grand musée du monde doit être bouclé en 1 heure maximum. Jacqueline, comme tous ses collègues, va à l'essentiel et se concentre sur les 3 trésors du monument. La Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace et Mona Lisa. Ça fait partie des incontournables. Des chefs-d'œuvre devant lesquels le groupe ne reste que quelques secondes. Petite exception devant la Joconde, 2 minutes, le temps de prendre une photo souvenir. Quand Léonard de Vinci est arrivé en France, il avait la Joconde dans sa valise. Dans les galeries, les groupes de Chinois s'enchaînent. Le Louvre en accueille 1,5 million par an. C'est la première clientèle du musée devant les Américains. Et pendant que ces touristes s'extasient, Jacqueline en profite pour avaler un encas. Elle enchaîne 4 groupes dans la journée. Certains de ses collègues vont même encore plus vite sous la pression des tour leaders chinois. Il y a des guides qui font des visites vraiment exprès et éclairs, qui font moins d'1 heure de visite, donc là, les clients peuvent être pas contents. Mais alors, comment la tour leader qui l'a embauchée fait-elle de l'argent sur cette visite? Une fois le tour terminé, nous retrouvons la guide chinoise en doudoune rouge. Elle paye Jacqueline pour sa prestation 60 €. Un service de guide conférencier que la tour leader chinoise a, selon Jacqueline, vendu dans le car en plus du ticket d'entrée, n'hésitant pas à gonfler la note. Si la tour leader vend le service de guidage, je gagne de l'argent dessus. C'est-à-dire C'est-à-dire, si vous voulez un guide, ça va être, je sais pas, je dirais 20 ou 30 € par personne. Et nous, on n'est pas obligé de payer ça, pas du tout. La tour leader chinoise aurait donc surfacturé la prestation de Jacqueline à chaque touriste, empochant ensuite la différence au passage, près de 500 €, alors qu'elle n'en reverse que 60 à la conférencière du Louvre. Les guides chinois ont ainsi 48 heures le temps du séjour pour empocher un maximum d'argent. Et il y a un lieu sur lequel ils misent beaucoup pour faire payer leurs touristes, un lieu auquel ils vont consacrer 1/4 du temps du voyage. Au même moment, sous l'Arc de Triomphe, nous retrouvons Yao et son groupe. C'est ici. Si vous voulez mieux voir, vous pouvez faire le tour. Dès le lendemain, ces touristes quitteront la France. Mais avant, le tour leader leur a réservé toute une après-midi pour une activité dont ils raffolent. Pour cela, ces Chinois ont tous pris beaucoup d'argent liquide sur eux. Il est là dans mon sac, devant moi. C'est pour éviter les voleurs. Je suis déjà venu en France et je me suis fait voler mon argent. Cet argent, les Chinois vont le dépenser non pas dans un monument ou un lieu culturel. Allez, tout le monde t'attend. J'ai cru que vous étiez parti. Mais dans quelque chose de beaucoup plus sacré pour Yao, très impatient d'y emmener ses touristes. Ok, tout le monde est là? Ok, les Galeries Lafayette. Les Galeries Lafayette, le temple du shopping très célèbre en Chine. Car là-bas, les produits de luxe made in France sont inaccessibles, 30% plus chers à cause des taxes d'importation. Résultat, la plupart de ces touristes arrivent chez nous avec une longue liste d'articles commandés par leurs proches.
C'est pour ma fille. En Chine, c'est beaucoup plus cher. Il n'y a qu'ici qu'on peut acheter ces chaussures. C'est bien simple, les touristes chinois dépensent en moyenne plus de 5 000 € lors de leur séjour en France et 80% partent dans le shopping. Et voilà comment les tour leaders vont en profiter. Nous suivons le groupe en caméra cachée. Yao leur donne quartier libre et contrairement aux monuments, ici, les touristes ont tout leur temps. Allez-y, on se retrouve ici en fin d'après-midi, après votre shopping. Les touristes se dispersent dans le magasin et ils n'ont aucun problème pour dénicher les articles qu'ils recherchent. Ici, la plupart des marques embauchent des vendeuses chinoises pour conseiller cette clientèle très dépensière. C'est les soldes en ce moment. Alors vous avez une réduction de 30%, ça vous fera 225 €. Aujourd'hui, les Chinois représenteraient plus de 30% du chiffre d'affaires du magasin. Alors pour vendre toujours plus, cette grande marque de cosmétiques a même recruté un atout de charme, ce jeune Français parfaitement bilingue. Comment ça se fait que vous parliez si bien? J'ai vécu en Chine. Quel genre de produit vous recherchez? Ce rouge à lèvres, il coûte combien? 44 €. Mais achetez-en 2. Il y a une promo en ce moment. À la sortie, ces touristes chinois ont dépensé des petites fortunes. Les chaussures m'ont coûté 520 €. J'ai aussi acheté 2 sacs Yves Saint Laurent, 1900 € en tout. Moi j'ai dépensé 380 €. Mais surprise, dans leur sillage, Yao, le tour leader, récupère toutes leurs factures d'achat. Et visiblement, il a le sourire. Tout va bien, c'est une bonne journée. Et demain, on rentre chez nous. Son groupe a dépensé beaucoup d'argent. Selon nos informations, en récompense, Yao devrait toucher une commission du magasin, environ 10% sur le montant des achats. Les Galeries Lafayette ont refusé de nous répondre sur le sujet. Mais lorsque nous évoquons la question avec Yao, pour le coup, il perd le sourire. On ne peut pas parler des commissions. Peut-être qu'il y a de petites commissions, mais les gens ne doivent pas savoir. Ne dites pas ça à la télé. Une commission généreuse des magasins qui permettrait aux tour leaders les plus efficaces de gagner plus de 15 000 € sur certains groupes de passage en France. Allez, montez, on rentre. Ce système de commission est devenu indispensable aux commerçants français pour attirer et surtout profiter de la clientèle chinoise. Mais y parviennent-ils vraiment? Pas si sûr. Malgré les apparences, il arrive que les commerçants français soient totalement hors jeu du marathon de ces touristes dans la capitale. C'est le cas par exemple dans le quartier des grands magasins où les Chinois font leur fameux shopping. L'Opéra, un quartier parisien d'affaires et de bureaux. À midi, les brasseries font le plein avec les cadres qui viennent y déjeuner, mais le soir, les clients sont rares. Au fond de cette impasse, un restaurant a trouvé une solution à ce problème. Chez Édouard, une brasserie bien française. Spécialité, huîtres et foie gras. Aux manettes, Frédéric. Depuis 10 ans, il gère ce restaurant et en a fait le rendez-vous incontournable des touristes chinois en vacances à Paris. Tous les jours, les réservations pleuvent sur Internet ou par téléphone et Frédéric doit jongler avec les langues étrangères. Restaurant chez Édouard, bonjour. Hello, in English, please. Ok, chez Chenny, Saitien. Alors? C'est une confirmation pour ce soir. Vous avez compris? Oui, c'est bon, oui. Elle parlait un peu anglais, donc c'est bon. Aujourd'hui, les Chinois représentent 60% de sa clientèle. Son restaurant est devenu une sorte de QG asiatique en plein Paris. D'ailleurs, cet après-midi-là, les fameux tour leaders vont défiler. Et Frédéric ne refuse jamais une réservation de dernière minute. Combien de personnes? 10. Vers 19h, ok? Ils ok. Vous le connaissez bien? Oui, on le connaît bien. C'est une agence de Hong Kong. 10 minutes plus tard, cet autre guide vient en repérage pour s'assurer que son groupe aura bien les meilleures tables ce soir. Anniversary. Oh, c'est moi la star? Je suis tour leader. Vous venez depuis longtemps? Minimum. Minimum 10 ans. Minimum 10 ans.
Un vieil habitué qui obtient tout ce qu'il veut. Dans son groupe, ce soir, un couple fête son anniversaire de mariage. Au dernier moment, Frédéric va leur dégoter une table à part pour 2 personnes. Ok, bye. Ok, I reserve for you, no problem. La table de 2 était importante pour lui ce soir. Donc voilà, il est content, c'est parfait. Frédéric est conciliant et pourtant il attend ce soir pas moins de 400 touristes asiatiques. Et voilà comment il s'y prend pour les séduire. Ça commence en cuisine. Tous les soirs, Frédéric leur sert un tour de France gastronomique express. Un menu tout compris à 17,50 €, avec une entrée dont les Chinois raffolent, les escargots. C'est les escargots donc, qui sont prêts direct à mettre au four. Donc pourquoi? Parce qu'en Chine, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'escargots en Chine. Donc nous, on les... Ils aiment ça? Ouais, ils mangent tout. Il n'y a pas de souci. Pourquoi ils aiment ça particulièrement, les escargots? C'est un peu exotique pour eux. Hein. C'est comme nous, certains plats chez eux. Pour eux, c'est la gastronomie française. C'est de la gastronomie française, c'est des escargots. Des escargots typiquement français. Enfin presque. Maintenant, on ne trouve plus trop d'escargots en France, donc on les achète, qui sont quand même de très bonne qualité. Hein. Ça vient des pays de l'Est? C'est des pays de l'Est, oui. C'est pas du Bourgogne, mais c'est façon Bourgogne. Donc. Ces escargots, façon Bourgogne, les réfrigérateurs en sont pleins. Ici, tout est préparé à l'avance pour un service ultra rapide. Car l'une des particularités de cette clientèle chinoise, c'est qu'elle dîne tôt. Ni hao, bonjour. Ni hao, hello. Il est à peine 17 h et mauvaise surprise pour Frédéric, le premier groupe est déjà là. C'est parti, ça y est, ils sont envoyés une demi-heure en avance. Donc on y va, on va réclamer. Oui. Bah, il fait froid dehors, donc ils arrivent. Frédéric garde le sourire, il a tout juste le temps d'expliquer le menu au tour leader. Bœuf, agneau, canard, poisson. Salut Johnson. Un deuxième groupe se présente déjà. Le défilé peut commencer. Kevin, come back. Attendez une seconde, j'arrive. En quelques minutes, la salle se remplit. Une table de 4, une de 10, une de 4. Plus de 200 personnes débarquent. Frédéric va devoir tous les gérer en même temps, mais pas question de s'en mêler dans les réservations. Il y a des agences, on ne peut pas les mettre les uns à côté des autres. Ils sont concurrents. Donc il faut séparer les groupes. On ne peut pas les mettre ensemble. Parce que s'il y en a un qui a payé plus cher que l'autre, il ne faut pas qu'il le sache. À table, les touristes chinois ignorent tout de cette cuisine interne. Dans un vacarme assourdissant, ils goûtent à la gastronomie française, manifestement ravis. Aucun, j'en ai pris 6. La table de 2 qui fête un anniversaire de mariage est aux anges. Des soirées très rentables pour ce restaurant qui se permet désormais de refuser la clientèle locale. Bonsoir messieurs, nous sommes complets, oui, tous les soirs. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Vous les acceptez pas? Non. Pourquoi? Vous voudriez manger 2 au milieu de ce bruit? Franchement, c'est pas possible. Il y a des couples qui ont déjà essayé de dîner? Il y en a qui sont restés. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit à la fin? Ils sont parvenus. Mais pour que son activité reste aussi lucrative, Frédéric a intérêt à veiller du coin de l'œil sur le comptoir. C'est là que se réunissent ses hôtes les plus importants, les fameux tour leaders. Car Frédéric l'a bien compris, pour que des quarts entiers de Chinois débarquent chez lui, ce sont eux qu'il faut chouchouter. Alors, il dîne aux frais du patron qui les connaît tous par leur prénom, ou plutôt leur surnom. Ce soir, on a Richard, Kevin, on a Alibaba, on a Johnson, David, Eric. C'est le nom des guides, ça? Ça, c'est le nom des guides qu'ils nous donnent à nous. Ils sont chinois? Ils sont tous d'origine asiatique. Pourquoi ils ont des noms parce que c'est plus facile pour nous. Parce que en vrai, leur vrai nom, vous... Ah non, on comprend pas. Non, il y a des choses on peut pas comprendre. Ici, ces guides sont comme chez eux et Frédéric se plie en 4 pour les satisfaire. Exemple, celle qui est arrivée avec le premier groupe est en retard sur son programme. Richard prévient lui-même le chauffeur de son car. Oui, bonjour, c'est chez Édouard. Votre guide demande dans 15 minutes, à 7h15, non, 6h15, pardon, pour devant l'Olympia. Ok, ça marche. Ouais, c'est Gérard? Ah, mais je t'ai pas reconnu, ça va? La clientèle chinoise, c'est la priorité du patron, enfin, de monsieur le directeur, car le vrai patron chez Édouard, c'est lui. Cet homme discret qui ne veut pas être filmé, il s'appelle Monsieur A. Originaire de Hong Kong, il a racheté l'affaire en 2000 et travaille ici avec son fils et sa fille.
Nous avons cherché à savoir s'ils rémunéraient les tour leaders. Mais soudain, Frédéric est beaucoup moins bavard. Comment ils se rémunèrent, les guides? Franchement, je ne sais pas, du tout. Je ne pourrais pas vous dire. Et si je savais, peut-être que je ne le dirais pas. Encore une fois, la discussion s'arrête net. Au comptoir, le sujet est confidentiel. Même le plus loquace des tour leaders l'évoque tout juste, du bout des lèvres. Et vous touchez une commission? Non, non. Presque rien. Presque rien. Mais du côté de la caisse tenue par le fils du patron, nous allons comprendre cet arrangement. À la fin du repas, les tour leaders sortent des liasses de billets. L'argent des touristes collecté dans le car. Et sur toutes leurs additions, nous remarquons des repas offerts. 2 repas à chaque fois. Environ 50 € que le guide garde dans sa poche. Une commission sur l'addition qui ne dit pas son nom, mais qui n'a rien d'illégal. C'est pas un secret, c'est pas un secret. Pour tant de clients, voilà, tant de gratuité, mais après voilà, c'est tout. On ne donne pas d'argent. On peut offrir un couvert, mais on ne donne pas d'argent. Des tour leaders en position de force pour négocier avec les commerçants français, car leurs clients ne cessent d'arriver massivement. L'an dernier, le nombre de touristes chinois a explosé de 60% en France. De l'argent qui profite donc surtout aux Chinois. Aujourd'hui, certains sont prêts à tout pour mettre la main sur nos joyaux et devenir nos patrons au passage. Ils peuvent d'ailleurs aller très loin en utilisant la main-d'œuvre française pour faire un maximum de profit. Nous sommes à 800 km de Paris, non loin de Bordeaux, dans les célèbres vignobles de Saint-Émilion, envahis par le brouillard matinal. Bienvenue au château Tour-Saint-Christophe, où ce matin une vingtaine de salariés s'activent. Aux 4 coins du domaine, de l'entretien des vignes, à la maçonnerie en passant par l'électricité, tous s'apprêtent à recevoir la visite d'un homme très important, le propriétaire en personne. Ce matin-là, Monsieur Kwok débarque de Chine. L'homme est tout sourire, mais ne vous y trompez pas, c'est loin d'être une visite de courtoisie. Ok, c'est bien, c'est bien. Dès son arrivée, et pendant de longues minutes, Monsieur Kwok va inspecter la propriété et interroger tous les employés. Quand est-ce que ça sera fini? En juin. Car cette propriété est loin d'être sa résidence secondaire. C'est votre petit royaume français? Non, c'est pour travailler ici. Un domaine de 17 hectares qu'il veut exploiter au plus vite. Accompagné par son fils, Peter Kwok veille à chaque détail. Ici, il y aura un jardin. Ça viendra jusque-là. Ce château, c'est la dernière acquisition de Monsieur Kwok, 67 ans, l'un des grands noms de la finance à Hong Kong. Une fortune qui possède déjà 5 domaines dans le Bordelais. Dès 1997, il a été le premier Chinois à investir dans la région avec le château Aubrisson. 5 ans plus tard, c'est le château La Patache à Pomerol qui tombe dans son escarcelle. Il y a quelques mois, le businessman repère ce domaine en ruine à l'époque. Un vignoble en perdition qui n'intéresse pas grand monde. Après quelques années, mes connaissances grandissent petit à petit. Et c'est ce genre de terroir que nous recherchons. Si vous voulez quelque chose de bien, il faut payer. Or justement, Peter Kwok a investi 10 millions d'euros ici. De quoi tout rénover. Ce matin-là, Jean-Christophe, le directeur de ces domaines, lui fait découvrir l'avancée des travaux. Ici, on va mettre une alarme pour contrôler l'air ambiant. Oui, c'est important. Peter Kwok est chez lui et il entend bien le faire savoir. Vous me mettrez une ventilation, soit ici, soit vous me la faites passer par là. Il est midi, le grand patron a convoqué une réunion et il va rappeler qui il est à l'un de ses salariés. Dans quelques instants, la suite d'Enquête d'actualité. Vous allez découvrir ce qui pousse ces grandes fortunes chinoises à acheter chez nous, à tout va, alors que leur influence ne cesse de grandir en France. Dans la culture chinoise, on ne dit pas qu'un président est votre ami. Il est le président. Une ruée sur notre pays dont profitent quelques Français au passage.
En Chine, dans le plus grand secret, il négocie avec ses nouveaux milliardaires. Il a des grands projets en Europe, oui. En France, Peut-être en France, et c'est pour ça qu'on vient le voir. Des rois du business à l'affût de nos boîtes et de nos emplois. Allez, bonne chance pour nos affaires. Peter Cook a investi 10 millions d'euros dans ce château du Bordelais. De quoi tout rénover. Ce matin-là, Jean-Christophe, le directeur de ces domaines, lui fait découvrir l'avancée des travaux. There is an alarm for the case of the atmosphere is not good. Yeah, just you need that. Le businessman chinois est chez lui et il entend bien le faire savoir. Vous me mettrez une ventilation. Soit ici, soit vous me la faites passer par là. Il est midi, le grand patron a convoqué une réunion et il va rappeler qui il est à l'un de ses salariés. Monsieur Massy, l'architecte du domaine, presse le pas, un peu nerveux. On pourra passer là tout à l'heure quand même. Là. Ouais, faudra enjamber les bon, parce que les propriétaires sont là, ça me ferait très plaisir quand même qu'ils visitent les lieux. Quand même. Il ne faut pas les empêcher de rentrer le jour où ils sont là. Il me semble, non? L'architecte a rendez-vous avec Peter Cook pour faire un point sur les travaux. Monsieur Massy. Papa, est-ce que tu as dit bonjour? Oui, on s'est déjà serré la main. Autour de Peter Cook, il y a sa fille et son fils. Monsieur Massy va leur présenter les prochains aménagements. Plan à l'appui, l'architecte a notamment imaginé une grande terrasse avec vue sur les vignes pour organiser des dégustations en plein air avec les clients. Ici, on imagine bien des gens qui regardent comme ça, qui regardent comme dans une arène, assis sur ce mur. Ça pourrait être un très beau lieu, comme un forum, pour pouvoir s'asseoir dessus, avoir un verre. Une belle idée, mais Karen, la fille du businessman, a besoin de précision. Alors elle s'invite en français dans l'exposé. Sorry. Ça, c'est le même niveau que la maison et ici aussi? Oui. Ah, ok. Et ça, c'est le niveau un peu plus haut. Voilà. Mais pendant ce temps, Peter Cook semble un peu perplexe. Cet espace serait très simplement, avec un gazon très épuré, en gardant 3 arbres qui seraient comme posés sur un écrin. Le projet est enchanteur, seulement le milliardaire chinois est avant tout un pragmatique. Et il a beau habiter à Hong Kong, cette région de France, il en connaît tous les inconvénients à force d'y investir. J'ai une petite question. Là, c'est le sud, et ici, c'est l'ouest. Ici, l'ouest. Oui, donc dans l'après-midi, il va y avoir beaucoup de soleil en été. Il va faire chaud. Très, très chaud. Ça, il va te dire il te dit que l'après-midi, ce sera très très chaud dans l'été. Oui. Ici, les clients auront du mal à s'asseoir vers 4-5 heures de l'après-midi. Le soleil sera sur eux. Monsieur Massy avait imaginé une grande terrasse ensoleillée. Mais Monsieur Cook va l'inviter gentiment à rajouter un peu de fraîcheur, car en plein été, dans le Bordelais, la température flirte avec les 40 degrés. Je vous suggère d'ajouter quelques arbres ici. Ça permettra de donner un peu d'ombre. Et les arbres, les 4 arbres qui restent, ce sera celui-ci, celui-ci, celui-là et celui-là. Monsieur Massy tente de défendre son idée. Alors Peter Cook s'assure que l'architecte a bien compris la directive. Gardez bien à l'esprit qu'il va faire chaud en fin d'après-midi. Ce n'est pas un endroit où l'on peut rester au soleil. De 5 heures à... Enfin, en plein milieu du cagnard, c'est des endroits où... Petit moment de flottement, l'architecte va devoir rectifier son projet. Si Monsieur Cook est aussi exigeant avec son architecte et tous ses employés français, c'est que pour lui le vin est un enjeu majeur. Et voilà comment le milliardaire chinois engrange des fortunes avec les 40 000 bouteilles qu'il produit chaque année dans ses vignobles français. Pour le découvrir, nous partons à 8000 km de la France, dans le cœur ancestral de la Chine. Bienvenue
à Xi'an, l'ancienne capitale des empereurs Ming, avec sa tour du tambour datant du XIVe siècle. Une ville de province, mais l'une des plus peuplées du pays, 9 millions d'habitants. Un dédale de rues commerçantes et en plein centre, le plus bel hôtel de la ville, ce 5 étoiles. Et qui retrouve-t-on dans ce palace? Peter Cook. L'homme d'affaires n'est pas du tout là en week-end, car ici, on est chez lui. C'est la première fois que je vous vois cette année. Venez, venez, venez. Venez. Merci, patron. Des hôtels comme celui-ci, il en possède à travers toute la Chine. Et en cette période du Nouvel An, ce grand patron n'en oublie pas les traditions, notamment celle de la distribution d'enveloppes à ses employés. Vous travaillez ce matin? Vous n'avez pas eu d'enveloppe hier soir? Non. Voilà. Bonne année, merci. Ce matin-là, chacun des 200 employés de l'hôtel va avoir droit à sa petite surprise, 20 € en liquide, cadeau du patron. Venez, venez. Merci. C'est une coutume chez nous. Vous donnez de l'argent et ça porte bonheur. Peu importe combien vous donnez, ce qui compte, c'est de donner. Et pour celui qui reçoit, c'est le début de la fortune. Mais ne vous y trompez pas. Même si Peter Cook affiche toujours son éternel sourire, il reste sans pitié en affaires. À peine terminé sa distribution, le milliardaire tient à vérifier avec le directeur de l'hôtel, un Britannique, que son business tourne à plein régime. Est-ce que je pourrais voir les chiffres d'hier? Bien sûr. J'ai plutôt de bonnes nouvelles. Nous avons 35% de mieux que l'an dernier. C'est exact. 35%? Sur la journée d'hier. Hein. Qu'est-ce que vous vérifiez? Les performances de l'hôtel. Le taux d'occupation des chambres, les ventes de boissons. Et c'est bon? Que des bonnes nouvelles. 35% de ventes en plus dans son 5 étoiles. Car M. Cook soigne particulièrement sa riche clientèle. Pour cela, il compte sur un trésor qu'il entrepose au frais dans les sous-sols de son hôtel, au fond de ce parking. Voilà, c'est ici que nous stockons nos bouteilles de vin. On a 3 entrepôts comme celui-ci en Chine, un à Xi'an, un à Shanghai et un autre dans mon hôtel de Lhasa au Tibet. Au total, 40 000 bouteilles en provenance directe de ces vignobles du Bordelais. Tiens, fais voir. Non, non, celle-ci. Montre-la-moi. Du Saint-Émilion Grand Cru, estampillé au nom du propriétaire. Ok, ça, c'est un 2007. Et quand vous regardez, il a le nom de ma fille, Hélène Kwok. Un domaine parmi les 5 qu'il possède déjà. La plupart ont des appellations célèbres jusqu'en Chine. C'est dur de vendre du lapatache aux Chinois? C'est du pomerol. Et pomerol, c'est un nom magique. Peter Cook est aujourd'hui l'un des plus gros propriétaires chinois de vignobles dans le Bordelais. Un businessman qui commence à compter chez nous. D'ailleurs, il aime à le faire savoir. Ça, c'était en 2011, au musée Chirac, à Saran, en Corrèze. À l'époque, le président Hollande était encore le gouverneur de cette province. Et là, c'est ma femme. À l'époque, Peter Cook reçoit une décoration des mains de l'ancien président. Les deux hommes se connaissent depuis des années. Jacques Chirac trône même en bonne place parmi les photos de famille du businessman. C'est ma petite fille. On dirait que vous êtes de bons amis? Dans la culture chinoise, on ne dit pas qu'un président est votre ami. Il est le président. N'empêche, ses contacts au plus haut niveau servent son image, celle d'un ami de la France, amoureux du vin. Et pour vendre les bouteilles de ses domaines, Peter Cook
un débouché en or. Il suffit de se rendre dans l'un des 4 restaurants de son hôtel de luxe. Sur chaque table, une bouteille de sa production trône en bonne place. Ça, c'est du château Aubrisson 2005. Celle-là, on la vend environ 70 €. C'est une offre spéciale. Une promo, mais sur ses autres vins, Peter Cook n'hésite pas à facturer le client au prix fort. Pour ce Saint-Émilion 2006, par exemple, c'est 150 € la bouteille. En France, elle est vendue 5 fois moins cher chez les cavistes. Un tarif élevé que de plus en plus de Chinois aisés sont pourtant prêts à payer, car ils raffolent du vin français, un must pour les nouvelles fortunes du pays. Dans toutes les grandes villes en Chine, comme ici à Xi'an, le vin rouge, c'est tout nouveau et ça se vend très bien. La demande est si forte que les Chinois sont même devenus aujourd'hui les plus gros consommateurs de vin rouge français devant les Américains. Mais voilà, pour Peter Cook, pas question de se contenter de la Chine pour écouler ses bouteilles. Dorénavant, le milliardaire veut jouer dans la cour des grands et vendre ses vins au prix fort dans le monde entier. Seulement, c'est loin d'être gagné, car pour faire rentrer ces petits domaines de Bordeaux dans le club très fermé des grands vins français, il va devoir y mettre les moyens. Dans les beaux quartiers de Paris, au sein de ce célèbre palace, un petit événement est en préparation. Dans ces salons luxueux, une trentaine de personnes triées sur le volet ont été invitées pour déguster les vins d'un propriétaire qui trône en bonne place, Peter Cook. Donc là, c'est vraiment le bijou à Pomerol qu'on essaye de mettre en avant. Le riche chinois n'est pas là. En revanche, Jean-Christophe, le directeur de ces domaines qui le représente, a une sacrée pression. Il va falloir convaincre tous ces grands spécialistes du vin. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter le fruit de notre travail. Dans la salle, des critiques influents. Le milliardaire chinois espère qu'ils vont lui faire de la pub, avec des articles favorables. La plupart découvrent ces petits crus de Saint-Émilion pour la première fois. Il a une belle présence en bouche, il a une belle longueur, il est très droit, c'est un très joli vin. Voilà. Et vous connaissez le propriétaire? Non, je ne connais pas le propriétaire, non. Je connais monsieur Roland et puis je connais monsieur qui est là-bas, et c'est tout. Pour Jean-Christophe, certains avis sont plus redoutés que d'autres. Comme celui d'Éric River, le monsieur vin du Goemio, une référence dans le milieu. Je suis le directeur des domaines, je vous remercie d'être là. Quel sacré travail, hein. Merci, c'est gentil. Tenez, je vous laisse ma carte. Comme lui, chaque critique va donc publier un article avec une note. Des appréciations qui peuvent influencer les grands négociants du secteur, comme cet homme, le plus gros importateur belge en vin de Bordeaux. Quand ce professionnel repère un vin prometteur, il en achète des milliers de bouteilles, avant de les revendre quelques années plus tard, lorsqu'elles ont pris de la valeur. En fait, le mieux, c'est de commencer avec les 2014, je pense. Ce matin-là, il est venu faire un petit tour pour voir si les cuvées de Peter Cook recèlent quelques bonnes surprises. Ouais. Aujourd'hui, c'est les premiers assemblages primaires, hein, donc c'est des choses qu'on va retravailler. Petite déception pour Jean-Christophe. Le négociant belge et son collègue ne vont pas prendre de risques ce jour-là, avec ces primeurs, des vins jeunes et peu connus. Oui, c'est encore un peu tout. Il faut du temps. C'est le vin, c'est la nature, il faut de la chance aussi. Deux négociants belges qui surveillent surtout la concurrence. Car jusqu'à maintenant, les Belges, justement, étaient les plus gros propriétaires étrangers dans le Bordelais. Jusqu'à ce que les Chinois débarquent, achetant des domaines à tour de bras pour exporter des milliers de bouteilles vers la Chine. C'est quelqu'un qui, a priori, le vin. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est ça. Hein? J'espère qu'on a encore de vin en 2020 ou 2030 pour vendre ici. Car depuis Peter Cook en 97, d'autres ont suivi. Et aujourd'hui, l'homme d'affaires de Hong Kong est loin d'être le seul dans son pays à lorgner sur ce marché. Ces dernières années, les Chinois achètent à tout va. La liste est longue, plus d'une centaine de châteaux dans le Bordelais. D'ailleurs, en aparté avec des professionnels,
Jean-Christophe n'en fait pas mystère. Son grand patron va encore agrandir son petit empire du vin. On a la volonté de s'agrandir sur la rive droite bordelaise. Depuis, Peter Cook a effectivement racheté un nouveau domaine, un grand cru de Saint-Émilion. Actuellement, les Chinois représentent la moitié des acheteurs dans la région de Bordeaux. Une ruée sur la France et ses trésors, sur laquelle des Français veulent prendre leur part du gâteau. D'autant qu'il y a beaucoup d'argent à faire en ouvrant la voie à ces milliardaires à la conquête de notre pays. Nous partons en direction de la capitale chinoise, Pékin. Une mégalopole noyée sous la pollution et tout en démesure avec ses 22 millions d'habitants et ses 6 périphériques saturés par les embouteillages. Pékin, le cœur politique de ce pays, où le Parti communiste tient toujours le pouvoir d'une main de fer entre dictature du prolétariat et capitalisme à tout va. Résultat, la Chine compte aujourd'hui plus de 350 milliardaires et beaucoup d'entre eux se tournent vers la France pour placer leur fortune. Or, certains Français en profitent, souvent au passage. C'est reparti. Des journées à 100 à l'heure, c'est le quotidien d'André Lescroux-Pietri, cet homme d'affaires de 43 ans, toujours entre deux coups de fil. En anglais ou en chinois, au gré des interlocuteurs. Dis-moi, tu es où? Mais c'est où ça? Moi, je suis devant le Grand Hôtel. Tu sais, dans le centre-ville. Ok. À Pékin, tout le monde connaît ce Français, diplômé d'HEC et passé par Airbus. Un intermédiaire discret qui se cache derrière les plus gros coups. Salut tout le monde, comment ça va? Très bien. André vit ici à l'année et c'est bien souvent à lui que les nouveaux milliardaires chinois font appel pour dénicher de bonnes affaires en France. D'ailleurs, son premier coup d'éclat a fait la une des journaux. C'était il y a quelques mois, le rachat du Club Med. À l'époque, André propose à un fonds de Shanghai d'approcher le célèbre club de vacances. Les Chinois mettent 1 milliard d'euros sur la table pour rafler cette institution bien française. Au passage, l'homme d'affaires touche une somme conséquente. Il faut dire que les Chinois sont désormais les deuxièmes plus gros clients du club, derrière les Français. Et 5 villages ont déjà ouvert en Chine. Les brochures tout en chinois, des clubs. Ici, vous avez le club à côté de Guilin. Alors là, c'est dans ces paysages. Vous savez, ces paysages, ces gros blocs granitiques au milieu des rizières. C'est le Club Med, c'est les géos, c'est les spectacles le soir, c'est le sport, c'est le baby club, le mini club, mais c'est en Chine. Et donc, depuis, André a revendu sa propre participation dans le Club Med pour accompagner d'autres firmes chinoises à la conquête de l'Europe. Or justement, le lendemain, après des semaines de négociations, il est peut-être sur le point de conclure une énorme affaire avec l'un des rois de la finance en Chine. 9h du matin, la voiture d'André tente de se frayer un chemin au milieu du trafic infernal de Pékin. Mon Dieu, il va me tuer. L'homme d'affaires français a rendez-vous dans l'un des buildings du quartier de la finance pour une rencontre au sommet. Mais les embouteillages risquent de le mettre en retard. On est encore loin? S'il n'y a pas d'embouteillage, on ne devrait pas tarder. La ponctualité, une règle d'or pour qui veut faire du business en Chine. Normalement, en Chine, on arrive 15 minutes avant le rendez-vous. Et là, on est 10 minutes en retard. C'est pas terrible. Et alors là-dessus, ils sont hyper scrupuleux. Les Français sont en retard souvent. Non, ouais, c'est assez étonnant parce que les Français ici en Chine, ils changent vite. Et s'ils ne changent pas là-dessus, ils restent pas longtemps en Chine. La voiture arrive enfin dans le quartier des affaires, pile à l'heure. Je pense qu'on descend et on... Ok, alors on lui dit stop. Mais la tension va encore monter pour le Français, qui joue gros ce jour-là. En effet, nous arrivons dans le building du plus grand roi des affaires, en Chine. C'est à quel étage? Exceptionnellement, nous sommes autorisés à filmer, mais seulement quelques minutes. C'est un rendez-vous très important, puisque c'est avec
un des principaux investisseurs chinois, l'ancien patron de Goldman Sachs ici en Chine, et qui investit beaucoup dans le monde, qui investit beaucoup dans les pays émergents, notamment en Afrique. Et en Europe aussi et il a des grands projets en Europe, oui. En France peut-être? Peut-être en France, et c'est pour ça qu'on vient le voir. L'homme qu'André doit rencontrer, le voici. Fang Fenlei, 63 ans, surnommé le gourou de la finance en Chine. Un fils de fermier passé par Harvard, l'un de ces richissimes Chinois qui font trembler la planète. À ce jour, il a déjà misé plus de 10 milliards d'euros à travers le monde dans l'agriculture ou les matières premières. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Une grande fortune très discrète qui fuit les caméras. D'ailleurs, surprise, à notre arrivée, André et son assistante chinoise sont reçus dans cette petite salle par l'un de ses associés, Cliff Shaw. Bonjour. Hey, ni hao. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Oui, je pense. Un peu surpris, André n'en oublie pas le traditionnel échange de cartes de visite, une politesse en Chine. Merci, Cliff. La conversation peut maintenant débuter, mais d'entrée de jeu, Monsieur Shaw va tenter de déstabiliser son interlocuteur. Racheter une boîte en France, pourquoi pas? Mais devant notre caméra, le financier fait part aussitôt de ses inquiétudes sur notre pays et ses lois. Si on investit dans une société française, nous devons prendre en compte les plans d'intéressement aux bénéfices, les lois sur le travail. Et tout cela peut représenter des difficultés par rapport à ce qu'on connaît en Chine. André ne se laisse pas impressionner pour autant. Il réplique illico. Je dois dire que je ne connais personne dans mon entourage en France qui travaille 35 heures par semaine. J'entends aussi des collègues chinois dire que chez nous, les gens sont invirables, qu'il y a des emplois à vie. Mais nous le savons tous, c'est faux. Pendant de longues minutes, André n'hésite pas à défendre son business. Donc il y a beaucoup d'incompréhension qui bloquent les choses. Or justement, l'heure est venue d'évoquer le nom d'une entreprise française qui pourrait intéresser les Chinois. André nous demande de sortir. Il va falloir qu'on discute, mais ça risque d'être un peu sensible. C'est ce qu'on appelle un fonds privé. Exactement. Nous quittons la pièce et c'est alors que, discrètement, un nouvel interlocuteur se glisse dans le bureau. Non, attendez, là, c'est pas de... Okay. Nous découvrons le fameux gourou chinois de la finance, Monsieur Fang. Je vous présente ma collègue, Li Baidi. Li Baidi. Je m'appelle Li Baidi, ravi de vous rencontrer. Li Baidi. Très bien, installez-vous. Une longue négociation va alors débuter. Car André a une affaire à lui proposer. Acheter l'un des plus grands fabricants de pots d'échappement en France. Et pour cela, le Français a un argument en or qui laisse entrevoir beaucoup de profits. Car voilà à quel problème la Chine fait face tous les jours. Une pollution record. À Pékin, l'air est devenu si irrespirable qu'il peut atteindre 9 fois le seuil d'alerte français. Résultat, les cancers du poumon ont explosé de 60% en 10 ans. Cette boîte française fabrique des pots d'échappement moins polluants. Si M. Fang y met de l'argent, il prend de l'avance sur le business de l'environnement où tout reste à faire en Chine. Vers midi, finalement, la réunion s'achève. Vraiment? Félicitations! Garçon ou fille? Un garçon. Bonne santé à votre petit-fils. Surprise, loin de la tension des affaires, André et M. Fang parlent famille. Allez, bonne chance pour nos affaires. Après 8 ans passés à Pékin, André est sur le point de signer l'un de ses plus gros coups. C'est déjà passé? Ah oui, je crois qu'on est pas beaucoup. Vous pouvez en parler? Alors, je peux déjà vous donner un scoop, il sera à Paris vendredi prochain. Ah oui, d'accord. Donc, non, c'est... Il envisage d'investir en France. Oui, clairement, oui. Mais vous pouvez pas dire sur quelle société? C'est à quelle échéance?
C'est toujours assez intéressant. Des projets comme ça dure une éternité à maturer. Et soudain, ça va très très vite. Donc ça peut être très rapide. Vous avez le sourire. Ah oui, je suis très content, ouais. Je suis très content, c'est bien passé. Pour l'heure, aucune annonce officielle. Mais cette grande boîte française d'équipement automobile pourrait bientôt voir débarquer une délégation chinoise à sa porte. Je pense qu'on est très près d'un accord. André, partenaire dans l'affaire, devrait lui aussi prendre sa part du gâteau. Une nouvelle entreprise qui pourrait bientôt rejoindre la liste des 250 sociétés françaises déjà passées sous pavillon chinois. Des milliardaires à l'affût de toutes les bonnes affaires, des grosses boîtes, mais aussi des petites sociétés avec des savoir-faire typiquement français. Seulement pour leurs employés, la question se pose. Vont-ils garder leur job ou les Chinois vont-ils licencier tout le monde pour relocaliser en Chine? Nous nous rendons dans les Alpes, sur les rives du lac du Bourget. À côté de Chambéry, voici une petite PME de 30 salariés. Tu as basculé, tu arrives à passer la vis, la tournevis, là, voilà. Puis avec la clé de vis en face. Là. Et le produit qui agite tout le monde ce matin-là, le voici. C'est cet avion pas tout à fait comme les autres. Un bijou de technologie qui permet de faire des prouesses jamais vues auparavant. L'avion peut décoller et atterrir sur une piste classique, bien sûr, mais aussi sur l'eau. Un joujou tout-terrain pour milliardaires. Prix de vente, 300 000 €. Seulement, pour l'instant, ça n'est qu'un prototype. Le problème, c'est que Thierry, le responsable des essais, doit passer des semaines à fignoler chaque pièce. Cette pièce en acier là, qui vaut quelques centaines d'euros, elle sera fabriquée en carbone, elle sera plus léger, mais par contre, pour la fabriquer, il faudra des moules qui là, vont valoir des milliers d'euros. Résultat, le projet a déjà englouti des fortunes. Il y a quelques mois, les fondateurs de la boîte sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte. Et donc en fait, il faudrait qu'on lui transmette des éléments techniques. Jusqu'à ce qu'un repreneur se présente. Il habite très loin des alpages savoyards, mais plusieurs fois par semaine, il convoque tout le monde pour des réunions en visioconférence. Coucou. Salut. Yao Zhang a des airs d'adolescent et pourtant, c'est bien lui le patron. Depuis qu'il a mis les 15 millions d'euros nécessaires pour sauver la boîte. Un jeune businessman chinois passé par Sciences Po Paris qui n'hésite pas à trancher très vite à chacune de ses réunions en direct de la Chine. On parle de la participation de Lisa au salon Aero China. Ce matin, à l'ordre du jour, le plus grand salon pour l'aviation en Chine. Il a lieu dans quelques semaines, un enjeu énorme si la petite PME française veut voir décoller ses ventes. Le problème, c'est que la réunion ne part pas très bien. Ouais, mais nous, on aurait peut-être intérêt à être à l'intérieur quand même, je pense. Oui, la question c'est autour de l'avion, est-ce qu'on l'amène ou pas? Pour l'instant, on n'a pas décidé. Ne pas exposer l'avion et rester planté dans un stand, une grosse erreur. Alors aussitôt, Yao Zhang va recadrer les choses. Car sur place, les concurrents, eux, vont exposer leur nouveau modèle en plein air et en mettre plein la vue aux acheteurs. À l'extérieur, il n'y a presque que l'avion là-bas. Nous tous à l'extérieur. On va faire des allers-retours sur les propositions de design de stand pour pouvoir faire des chiffrages. Mais du coup, il faudra qu'on valide à la prochaine réunion. Les employés s'exécutent sur le champ. Il faut dire que le jeune patron le sait, c'est maintenant où tout se joue. Car le ciel de la Chine, longtemps verrouillé par l'armée, est en train de s'ouvrir. Yao Zhang ne cesse de le marteler à ses équipes. Le marché sera le premier marché du monde, de l'avion dans une dizaine d'années. Donc après notre étude de marché, on pense qu'en Chine, voilà, chaque année, une centaine ou 200 d'avions, si on fait bien le travail, c'est possible. Résultat, une bonne partie des ventes pourrait bientôt se faire en Chine. Mais alors, les emplois vont-ils rester ici? C'est toute la question. Bye bye. Et puis Yao, à demain Yao. Ouais. Au revoir. Monsieur Zhang sera-t-il tenté un jour de tout transférer dans son pays? En embarquant au passage tous les brevets technologiques qui font la valeur de l'avion. Comme par exemple ses ailes pivotantes pour le ranger plus facilement. Une crainte de pillage technologique que relaient de nombreux articles de presse ces derniers mois.
Mais quand on pose la question aux employés français, la réponse reste polie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils viennent rattraper leur retard très rapidement en investissant dans la majorité des entreprises aéronautiques. Ce sera à nous de se renouveler, d'améliorer cette technique. On a du temps devant nous en tout cas. Une frénésie d'achat dans l'aviation et bien d'autres domaines pour alimenter l'immense marché chinois. Résultat, chez nous aujourd'hui, plus de 15 000 salariés français travaillent déjà au service de firmes de Pékin, Hong Kong ou Shanghai.